Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce webinaire. Nous vous remercions d'être venus si nombreux. Nous sommes plus d'un millier et nous vous remercions aussi pour la qualité et la variété de vos questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre à travers ce webinaire. Alors, je profite de l'introduction pour vous préciser que le support de présentation est disponible, téléchargeable pendant ce webinaire sur la plateforme, dans le panneau Documents en haut à gauche de l'écran. Mais ce webinaire il sera aussi en replay sur notre site. Alors, son objet, c'est de vous présenter deux outils d'aide au choix et à la validation des protecteurs individuels contre le bruit, que j'appellerai PICB dans le reste de cette présentation. Le premier de ces outils permet de s'assurer que le PICB protège suffisamment, et le second, un questionnaire de confort, il permet de s'assurer que les bouchons d'oreille sont confortables et adaptés au travail. Alors nous serons deux intervenants, moi-même, Nicolas Trompette, je travaille depuis une vingtaine d'années à l'INRS. Je présenterai la calculette PICB dont je m'occupe, qui permet de vérifier que le PICB atténue correctement le bruit. Et puis mon co-intervenant est Jonathan Terroir, qui travaille depuis une dizaine d'années à l'INRS et qui a mis au point et diffusé un questionnaire sur le confort des bouchons d'oreille. Alors, un sommaire pour commencer. Ce webinaire va se concentrer principalement sur les deux outils, la calculette PICB et le questionnaire de confort pour les bouchons d'oreille. Néanmoins, je ferai avant un long rappel pour préciser le contexte et la terminologie. Et puis, nous ferons à la fin de ce webinaire, après la présentation des outils, une petite synthèse et conclusion, et nous vous présenterons les outils d'information qui sont disponibles sur notre site. Alors, le rappel et contexte. Je commence par un rappel réglementaire qui est très important. La mise en œuvre des PICB n'est autorisée par le Code du travail, et là je cite l'article R4454-7 du Code du travail, qu'en cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens. Donc un employeur, il doit commencer par essayer de ne pas avoir de bruit, par exemple en anticipant à l'achat pour des machines moins bruyantes ou en réfléchissant à leur installation dans les locaux, et après seulement il peut songer au PICB. De même, il doit mettre en place des mesures organisationnelles ou collectives de réduction du bruit, toujours avant de mettre en place des PICB. Ce n'est qu'une fois que les mesures collectives ont montré qu'elles étaient insuffisamment efficaces qu'on peut se tourner vers les PICB et réduire l'exposition de sonore des travailleurs avec ce moyen. Alors pourquoi la réglementation est faite comme ça? C'est important, parce que la protection individuelle, ça n'est jamais la panacée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas toujours portée, parfois mal adaptée. On sait que certaines personnes vont passer au travers des mailles du filet, ne vont pas être protégées, et seule la réduction collective est 100% efficace. Bien, autre rappel qui est important pour comprendre les outils, les catégories de PICB. On a deux catégories principales, les bouchons d'oreille et les casques anti-bruit ou serre-tête. Je commence par les serre-têtes. Qu'est-ce que c'est qu'un serre-tête? C'est un protecteur qui est constitué d'une coquille qui arrête le bruit. À l'intérieur de cette coquille, on met de la mousse pour éviter la réverbération dans le petit espace confiné qu'on crée ainsi. Et puis, ces coquilles, elles sont terminées par des coussinets qui assurent l'adaptation du protecteur à la forme de la tête du porteur, et puis qui assure l'étanchéité. L'étanchéité, c'est quelque chose qui est très important pour obtenir l'efficacité affichée par le fabricant. Toujours pour l'étanchéité, il faut appuyer sur ces coussinets. C'est le rôle, alors dans le cas des serre-têtes, de l'arceau qui passe au-dessus de la tête, dans le cas des serre-nuques, de l'arceau qui passe derrière la nuque, et les coquilles, elles sont retenues par un bandeau. Alors le serre-nuque, il a l'avantage sur le serre-tête de pouvoir être porté avec un casque de protection de la tête. Et puis sinon, toujours si on a un casque de protection de la tête, on peut utiliser des coquilles montées sur casque. Et là, point très important, ces coquilles, elles sont certifiées pour un certain nombre de casques, et il faut bien utiliser un casque certifié. En général, il y en a un certain nombre. Toujours pour l'étanchéité, pour avoir une bonne adaptation, il faut bien prendre le protecteur de la bonne taille par rapport à la tête de l'individu. Généralement, les fabricants en proposent plusieurs tailles. Ça peut aller jusqu'à 3 tailles, S, M et L.
La seconde catégorie de PICB, c'est donc le bouchon d'oreille, et là, son rôle, c'est d'obturer le conduit auditif. Alors, on en a 3 sortes. La première sorte, ce sont les bouchons en mousse, qu'on dit format, parce qu'on va les former assez petits pour les introduire dans le conduit auditif le plus loin possible, et on va les laisser reprendre leur forme, s'expanser, pour qu'ils l'obturent de façon étanche. La seconde partie, c'est les bouchons prémoulés. Alors, les bouchons prémoulés, on les pousse dans le conduit auditif, ils prennent la forme de ce conduit et toujours de la même façon, ils vont prendre une forme qui rend l'obturation étanche. On va essayer de les pousser le plus loin possible. Et puis la dernière catégorie, c'est les bouchons moulés individualisés. Là, les fabricants prennent l'empreinte du conduit auditif et réalisent les bouchons suivant l'empreinte en les grossissant un peu, toujours pour assurer l'étanchéité. Alors, l'idée, vous l'avez compris, c'est de remplir le plus loin possible et de façon étanche le conduit auditif. Donc, il faut bien voir que les individus ont des conduits auditifs dont la taille varie. Alors déjà, ils sont ovales et leur taille peut varier de 5 à 12 mm pour la grande dimension. Donc, il va falloir avoir le bouchon de la bonne taille. Et là aussi, les fabricants, ils proposent différentes tailles. Les bouchons moulés individuels, ils résolvent le problème naturellement, mais ils ne pourront jamais aller aussi loin dans le conduit auditif que des bouchons formables ou des bouchons prémoulés. Dans ces 2 catégories, on peut trouver des fonctions supplémentaires. Donc à la base, un protecteur individuel contre le bruit, que ce soit un serre-tête ou un bouchon d'oreille, on le dit standard, c'est-à-dire qu'il se contente d'empêcher le bruit de passer. Après, ils peuvent être munis d'un filtre qui laisse passer plus de bruit que le reste du PICB, et ce filtre, il présente en général une atténuation uniforme ou contrôlée, et dans ces cas-là, l'avantage d'avoir ce filtre, c'est qu'on n'a pas de déformation du bruit, donc ça nous garantit une bonne intelligibilité. Après, ils peuvent être aussi pourvus de fonctions électroniques, donc ils peuvent être level dépendants, c'est-à-dire restituer du bruit extérieur tant qu'il ne dépasse pas un certain niveau. Ils peuvent avoir une fonction d'atténuation active du bruit, et ça ajoute à l'atténuation, donc ça, on va en tenir compte pour la calculette PICB. Et puis, ils peuvent être à entrée audio ou communicant. Alors, toutes ces fonctions, atténuation uniforme, level dependent ou à entrée audio, c'est des choses qui sont très importantes pour le confort du bouchon d'oreille, donc qui rentreront en compte dans le questionnaire de confort. Bien, j'en ai fini avec la présentation des différentes protections. Je vais passer aux étapes de la mise en œuvre de PICB. Alors la première étape qui est importante, c'est de vérifier que les PICB sont bien certifiés. Tout bouchon d'oreille n'est pas un PICB. Comment on le vérifie? Le fabricant, il a l'obligation d'avoir fait certifier, donc il a un certificat de conformité qu'il peut présenter, et puis les PICB ils sont certifiés suivant des normes. Ces normes, c'est la série des normes EN 352, il y en a 10, qui couvrent différentes fonctions ou différentes catégories, et donc ces normes doivent être citées soit dans la notice, soit sur le packaging, soit mentionnées sur le packaging, et qu'on vient de le vérifier. Deuxième étape de la mise en œuvre, il faut choisir des protecteurs individuels qui sont adaptés. Alors bien sûr, adaptés au niveau et aux fréquences, ça c'est le rôle de la calculette de le vérifier, mais il faut aussi que ces PICB soient adaptés aux typologies du bruit, puisqu'on ne va pas faire le même choix suivant si le bruit est intermittent ou continu, suivant s'il y a beaucoup de bruit impulsionnel ou pas. Après, il faut qu'il soit adapté aux contraintes liées à la tâche, ça c'est très important aussi, donc aux autres pays évidemment, en cas de protection de la tête, aux masques respiratoires, mais aussi par exemple aux gants. On ne va pas donner des bouchons mousse aux gens qui portent des gants en permanence, ça ne sera pas pratique. Et puis, il faut qu'il soit adapté à l'environnement, alors non seulement aux poussières, aux salissures, etc., mais aussi aux besoins de communication que peuvent avoir les porteurs. Enfin, il faut qu'il soit adapté à ce qu'exige l'utilisateur, sinon il ne le portera pas, il ne le mettra pas, il le laissera dans sa poche. Donc il faut qu'il soit motivé à l'utiliser, il faut qu'il sache l'utiliser, il ne faut pas qu'il ressente trop d'isolement. Alors troisième étape, eh bien, vérifier évidemment que le PICB apporte la bonne protection, et ça c'est bien le rôle de la calculette PICB que je vais présenter après. Alors, pour le vérifier, on va se servir des valeurs que donne le fabricant. Le fabricant, il fait mesurer par un laboratoire indépendant ces PICB.
qu'est-ce que fait le laboratoire indépendant? Il fait passer 16 sujets et il mesure les atténuations et il fournit une moyenne d'atténuation obtenue par les 16 sujets et un écart type sur les 16 sujets. De cette moyenne et de cet écart type, on tire 5 indicateurs. La protection assumée, qui est simplement la moyenne moins l'écart type, qu'on appelle APV, que vous voyez ici sur ce transparent. Et après, il fournit un indice global d'atténuation, le SNR, et 3 indices qui donnent l'atténuation suivant l'orientation fréquentielle du bruit. Donc bruit orienté haute fréquence, indice H, moyenne fréquence, indice M, et basse fréquence, indice L. Alors, le SNR, il sert essentiellement au choix du PICB, à leur comparaison. On ne s'en sert pas pour la calculette, par contre, on se sert de tous les autres indices. Alors, autre point, donc on va vérifier que l'atténuation est suffisante, on va aussi vérifier qu'on n'atténue pas trop. C'est important parce que si on atténue trop, on isole le porteur. Alors, on peut avoir une atténuation très élevée qui est nécessaire, mais dans la plupart des cas, on a une atténuation relativement modérée. Il faut bien ajuster l'atténuation apportée par le protecteur individuel pour ne pas avoir ce qu'on appelle de surprotection, c'est-à-dire trop isoler le porteur et qu'il ne puisse plus entendre les signaux utiles, les signaux de danger ou qu'il ne puisse plus converser. Quatrième étape, une fois qu'on a choisi le PICB et qu'on a vérifié que son atténuation était suffisante, eh bien, on va vérifier pour chaque personne que le PICB convient. Alors, comment on vérifie ça? On le fait mettre en place et on regarde s'il remplit bien, s'il s'insère bien profondément dans le conduit auditif, par exemple, si c'est un casque qui a une bonne étanchéité tout autour du coussinet. Donc, c'est ce qu'illustrent ces photos. On peut vérifier en même temps la taille. Par contre, on ne peut pas vérifier l'étanchéité. Donc l'étanchéité, c'est le porteur qui le vérifie, par exemple en se bouchant et en relâchant ses oreilles dans le bruit pour voir si le PICB apporte bien une bonne atténuation. Cette vérification est très importante. Ensuite, encore très important, former les salariés à l'utilisation du PICB. Alors la formation, elle doit tout inclure, la sensibilisation au risque bruit pour les motiver, la formation à la mise en place, on a vu que ce n'était pas facile, pas forcément facile, la formation à l'entretien bien sûr, parce que l'entretien il est fondamental pour que la protection garde ses caractéristiques. Là, je vais simplement évoquer 2 points qui doivent figurer dans la formation. Le premier point, c'est la nécessité d'un port permanent. Alors, pour l'expliquer, on fournit ce petit tableau où vous voyez que si on ne porte pas le PICB pendant 5 minutes, eh bien, l'atténuation qui au départ est de 30 dB, elle baisse de 9 dB. Et puis si on ne le porte pas pendant 2 heures, on n'a plus que 6 dB d'atténuation, ce qui sera notoirement insuffisant dans la plupart des cas. Donc voilà, on va expliquer ça pendant la formation. On va aussi, second point, parler de l'entretien. C'est très important, comme je l'ai dit. Par exemple, les bouchons mousse, eh bien, on les jette après chaque utilisation. Les bouchons préformés, ceux qu'on introduit en les poussant dans le conduit auditif, ils sont nettoyables, mais ils sont nettoyables qu'un certain nombre de fois. Il faut respecter le nombre de nettoyages qu'autorise le fabricant. Les casques anti-bruit, on veut une bonne étanchéité, mais il faudra prévoir l'examen et le remplacement des coussinets régulièrement. Si on a des PICB avec électronique, l'entretien des batteries, leur bon fonctionnement et ainsi de suite. L'importance de l'entretien est incontournable dans la formation. Bien, on a fait le tour du processus de mise en œuvre d'un PICB, donc la vérification de sa certification, le choix de façon adaptée à l'environnement de travail. On a vérifié que la protection était bien efficace avec la calculette PICB. On a formé les salariés à son usage. Après un certain temps d'utilisation, il convient de vérifier que le PICB est bien utilisé, qu'il est suffisamment confortable. Et ça, c'est le rôle du questionnaire de confort des bouchons d'oreille. Donc ce questionnaire, il vérifie tous les aspects du confort. Alors, physique, bien sûr, est-ce que le PICB est confortable, ne fait pas mal, et est-ce qu'il est bien accepté physiquement, mais aussi le confort fonctionnel, est-ce qu'il convient, est-ce qu'on arrive à l'utiliser correctement, est-ce qu'il n'est pas contraignant, le confort acoustique, puisque l'utilisateur il ressent un certain confort acoustique, il faut aussi se sentir protégé, mais pas trop, et le confort psychologique, est-ce que l'utilisateur a envie de l'utiliser, ça permet de jauger de sa motivation. Voilà, j'en ai fini avec les rappels.
Avant de présenter la calculette bruit, je vais parler des principes de fonctionnement des deux outils, donc de la calculette PICB et du questionnaire d'évaluation du confort des bouchons d'oreille. La calculette PICB, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calcule ce qui reste sous le PICB, ce qu'on appelle le niveau résiduel. Quelle est l'exposition sous PICB? Et une fois qu'on a calculé ce niveau résiduel, pour évaluer s'il est correct ou pas, on le compare aux valeurs limites réglementaires et on vérifie qu'il n'y a pas de surprotection par rapport aux recommandations des normes de la norme EN 458 qui dit qu'il faut qu'on soit supérieur à 65 dB sous le protecteur pour bien entendre son environnement. Le questionnaire de confort, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai expliqué précédemment, il évalue 4 aspects du confort. Le confort physique, gêne, douleur, etc. Le confort fonctionnel, comment on arrive à l'utiliser, quelle est l'efficacité perçue, le confort acoustique, tout ce qui est communication, perception, et le confort psychologique. Est-ce qu'on s'y habitue? Est-ce qu'on est satisfait ou est-ce qu'on se sent isolé? Et pour chaque aspect de ce confort, il fournit un résultat en pourcentage de gens satisfaits. On va chercher évidemment à avoir un pourcentage le plus élevé possible. Bien, j'en ai fini avec les rappels. Je vais maintenant présenter la calculette PICB. Alors, première étape, même si c'est trivial, personne ne le fait, lire la notice. Alors, pourquoi c'est important de lire la notice? L'utilisateur va restituer les résultats de la calculette à l'employeur. Il faut qu'il sache expliquer ce qu'il a fait. Alors, je vous laisserai la lire, elle n'est pas lisible là sur le transparent, mais ce qu'elle précise, cette notice, c'est que ce qu'on suit avec la calculette, c'est l'arrêté du 11 décembre 2015. Et suivre cet arrêté, c'est se conformer à la réglementation. Et c'est cet arrêté qui impose les méthodes qui sont utilisées dans la calculette. Alors ces méthodes, elles sont issues de normes. Donc qu'est-ce que fait l'arrêté? Il cite les normes, en l'occurrence l'ISO 4869-2 pour les bruits continus et le EN 458 pour les bruits impulsionnels. Ces normes proposent des méthodes de calcul du bruit résiduel et la calculette, elle se contente d'appliquer les méthodes dans cette norme pour se conformer à l'arrêté. Deuxième étape après la lecture de la notice, saisir les caractéristiques du PICB. Donc là, voilà la page de la calculette où on saisit les caractéristiques du PICB. Alors, première partie de cette page, il faut rentrer les atténuations. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est le fabricant qui les a fait mesurer par un laboratoire indépendant. Elles apparaissent sous cette forme, soit dans la notice, soit sur le plus petit packaging, soit dans les deux, ou sur le site du fabricant. Et si on ne les trouve pas, on lui demande, le fabricant a tout intérêt à vous les fournir, puisque c'est une condition pour la vente de son protecteur. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser dans ces données? On va utiliser uniquement la moyenne sur les 16 sujets et l'écart type sur les 16 sujets dont je vous ai parlé précédemment. Et on les rentre dans les cases de la calculette PICB. Alors, vous voyez qu'ici, il manque la valeur à 63 Hz. Cette valeur, elle est facultative, c'est-à-dire que le fabricant n'est pas obligé de la mesurer ou de l'afficher. Enfin, de la faire mesurer ou de l'afficher. Si on ne la rentre pas dans la calculette, elle n'en tiendra pas compte. Deuxième partie, c'est savoir si les gens sont formés ou pas à l'utilisation du PICB. Alors, pourquoi ? Dans beaucoup de sites, les employeurs ils se contentent de mettre en place les PICB sans former les salariés. Et là, on est sûr, il y a eu beaucoup d'études faites sur le sujet, que les PICB seront forcément mal mis pour un certain nombre de personnes, mal entretenus, sinon pas de la bonne taille ou les trois à la fois. Et donc, ce qu'on a fait à l'INRS, c'est qu'on a fait la synthèse de ces études qui mesuraient l'atténuation des PICB pour les gens non formés sur site et on a regardé quelle décote il fallait appliquer en fonction du type de PICB. Donc ce qu'on demande dans cette deuxième partie de la feuille de saisie, c'est est-ce que les gens sont formés et quel est le type du PICB? Et en fonction des réponses, on applique ou non une décote. Cette décote, elle sera de 5 dB pour les serre-têtes et pour les bouchons moulés individuels. Et elle sera de 7 dB pour les serre-têtes montées sur casque, les coquilles montées sur casque, et de 10 dB pour les bouchons. Attention, ces décotes, elles restent approximatives. Il pourrait y avoir beaucoup plus ou beaucoup moins. Ce qu'on conseille, c'est de former les salariés, comme ça, on n'est pas obligé d'appliquer ces décotes. Ensuite, il faut vérifier la saisie. Ça, c'est le rôle de la troisième feuille de la calculette, PICB résultat. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette feuille? On retrouve ce qu'on a saisi, moyenne et écart type, et puis on trouve les valeurs estimées de protection à 84%. Alors ça, c'est ce qu'affiche le fabricant dans sa notice.
Pourquoi c'est intéressant de les recalculer? Parce que comme ça, on peut vérifier que la saisie est bonne. Attention, nous, dans la calculette, on utilise la norme ISO 4869-2, version de 1995, parce que c'est celle qui est réglementaire, c'est celle qui est citée dans l'arrêté. Mais les fabricants, aujourd'hui, ils utilisent la version 2018, donc il peut y avoir des légers écarts entre ce qu'affiche le fabricant, en APV, SNR et HML, et ce qu'on calcule nous avec la calculette. Mais ces écarts ne doivent pas dépasser 1 à vraiment maximum 2 dB, sinon il y a un problème de saisie. Et puis, deuxième série de valeurs affichées dans notre feuille de résultats, c'est les valeurs estimées de protection à 98%. Pourquoi est-ce qu'on fait cette recommandation? Donc, comme je l'ai dit, les fabricants, ils affichent les valeurs de protection à 84%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que statistiquement, 84% des utilisateurs, ils obtiendront ou dépasseront ces valeurs. Mais réciproquement, ça veut dire que 16% n'atteindront pas ces valeurs-là, seront en dessous. Et puis, si on revient aux 16 sujets utilisés par le laboratoire pour mesurer ces atténuations, comme on a 16% des gens qui n'arrivent pas à faire ces atténuations, il y aura au moins un sujet, voire 2 sujets qui n'auront pas réussi à obtenir ces atténuations alors qu'ils sont dans des conditions optimales en laboratoire avec une supervision. Donc nous, on recommande 98%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement 2% des gens statistiquement n'obtiendront pas ces atténuations, donc probablement aucun. Et puis aussi, ça veut dire que tous les sujets en laboratoire ont obtenu ces atténuations ou mieux. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi on fait cette recommandation. Ni l'arrêté ni la norme ne contraignent là-dessus, donc c'est l'affaire de l'employeur de savoir quel élargissement il veut, quel pourcentage de gens couverts il veut. Ensuite, il faut choisir la méthode. Pourquoi? Parce que la norme 4869-2 qui s'applique au bruit continu, elle propose 3 méthodes d'évaluation. En revanche, s'il faut aussi calculer la protection apportée par le PICB contre les bruits impulsionnels, là, on ne dispose que d'une méthode, celle de la norme N458. Donc, pas de choix. Alors, il y a 3 méthodes. La méthode par bande d'octave, qui utilise les données par bande d'octave, la méthode HML, qui utilise les données globales et les valeurs HML du PICB, et puis la méthode de contrôle HML, qui est la même, sauf qu'on ne dispose pas de l'exposition sonore pondérée, c'est dans ce cas-là, et donc on estime l'orientation fréquentielle du bruit. Donc je vais détailler le choix de ces 3 méthodes avant de décrire comment les utiliser dans la calculette. Avant de faire ça, quelles données sont nécessaires? Donc pour l'exposition sonore quotidienne, pour les bruits continus, la donnée nécessaire, c'est l'exposition sonore sur 8 heures. Alors dans la calculette, cette exposition sonore quotidienne sur 8 heures, on l'appelle LEQA. Pourquoi? Parce que s'il y a des périodes de non-port ou si le port est fortement intermittent, par exemple si on ne porte pas le PCB 7 heures par jour mais qu'on ne le porte que pour certaines opérations bruyantes, il vaut mieux calculer que l'atténuation est correcte par rapport à la période d'exposition plutôt que par rapport au niveau d'exposition sonore quotidienne, donc au LEX 8 heures. Donc dans ce cas-là, on prend le LEQA sur la période d'exposition. Donc le LEX 8 heures aussi, il peut avoir une orientation différente, donc il peut être basse ou moyenne haute fréquence. On ne fera pas le même calcul s'il est basse fréquence ou s'il est moyenne haute fréquence. Je rappelle que l'exposition sonore basse fréquence, ça n'est que dans certains cas très précis, quand on est face à des moteurs très puissants, des gros ventilateurs ou des machines rotatives basse fréquence. Sinon, en général, on est dans des bruits moyenne haute fréquence. Donc il faut cette exposition sonore quotidienne ou le niveau sonore sur la période pour laquelle on veut se protéger. Et puis éventuellement, il peut y avoir aussi des bruits impulsionnels très forts au travail. Et dans ce cas-là, on fera aussi un calcul suivant ces bruits impulsionnels très forts. Et là, il faut connaître le niveau acoustique de crête, le fameux LPC ou LC peak suivant les notations. Et il est pareil, comme pour les bruits continus, la nature du bruit, c'est-à-dire est-il basse, moyenne ou haute fréquence, ce bruit impulsionnel. Bien, j'en viens aux méthodes. Alors, la première méthode, celle qu'on recommande, parce que c'est la plus précise, c'est la méthode par bande d'octave. Alors, le problème, c'est qu'elle exige le niveau d'exposition sonore quotidienne par bande d'octave. Il faut le connaître. Et là, c'est rarement le cas. Maintenant, si on le connaît, c'est vraiment la méthode à choisir. Qu'est-ce qu'on fait? On se contente d'appliquer à ce niveau d'exposition sonore quotidienne par bande d'octave l'atténuation des côtés du PICB.
donc décoté à 84% ou à 98%. Puis bien sûr la pondération A pour recalculer, c'est ce que montre cette formule, le niveau sonore sous le protecteur pondéré A. Vous voyez, c'est une méthode très simple, même si l'équation paraît compliquée. Comment on l'applique dans la calculette? Eh bien, on saisit dans les cases orange le niveau sonore d'exposition par bande d'octaves. La calculette, elle restitue le niveau sonore global pondéré A, pondéré C, et puis l'indice harmonique, c'est-à-dire le second moins le premier, qui donne l'orientation du bruit. Ici, il est négatif. On voit que le bruit est moyenne ou haute fréquence. À partir de ces valeurs-là, la calculette calcule, suivant la formule que j'ai montrée dans le transparent précédent, les niveaux d'exposition sonore quotidienne, donc pour une efficacité d'atténuation de 84%, et pour une efficacité d'atténuation de 98%, donc suivant notre recommandation. Et puis il y a un code couleur qui apparaît et qui permet d'apprécier le résultat. J'y reviendrai après avoir présenté les deux autres méthodes. Alors, seconde méthode, quand on ne peut pas utiliser la méthode par bande d'octave, on a la méthode HML. Alors celle-là, je rappelle, elle exige le niveau d'exposition sonore pondéré A et pondéré C. Là, on calcule le niveau résiduel sous protection en deux étapes. D'abord, on calcule un affaiblissement prédit, PNR, à partir des données HML du protecteur. Alors, ce calcul, il dépend de l'orientation fréquentielle du bruit. Si le bruit d'exposition est moyenne haute fréquence, c'est-à-dire si l'indice harmonique LC-LA, il est inférieur à 2 dB, dans ces cas-là, on calcule cet indice à partir des indices H et M du bruit. C'est ce que montre la première formule à gauche. Si par contre le bruit est basse fréquence, donc si l'indice harmonique LC-LA est supérieur à 2 dB, là on calcule ce niveau de réduction du bruit prédit en utilisant les indices M et surtout l'indice L, donc l'indice d'atténuation basse fréquence du protecteur auditif. Donc on donne une prépondérance aux indices orientés vers les basses fréquences, alors que dans le cas précédent, on donnait une prépondérance aux indices moyennes et hautes fréquences. Puis après, une fois qu'on a calculé ce PNR, le niveau de pression résiduelle sous le protecteur, c'est simplement l'exposition sonore moins ce PNR. Comment ça se passe dans la calculette? C'est simple, on saisit l'exposition au bruit pondéré A ou le niveau sonore sur la période pour laquelle on veut se protéger. On saisit l'exposition sonore pondéré C ou encore une fois le niveau sonore pondéré C pour la période pour laquelle on veut se protéger. La calculette affiche l'indice harmonique, donc on sait quel calcul on a fait, le calcul de basse fréquence ou le calcul moyenne haute fréquence, et puis les résultats s'affichent avec le même code couleur dans l'encadré résultat. Alors il se peut, ça arrive encore, même si maintenant tous les exposimètres le font, qu'on ne connaisse pas le niveau d'exposition sonore pondéré C, on ne connaît que l'exposition sonore pondéré A. Là on ne peut plus savoir quelle est l'orientation du bruit mathématiquement, donc on va demander à l'utilisateur de nous le dire. Et on va l'aider avec une liste indicative qui donne des sources de bruit orientées vers les basses fréquences. Donc elle ressemble à la liste que j'ai donnée tout à l'heure. Ça va être des gros engins avec des gros moteurs, des fours, des broyeurs, des compresseurs, des groupes convertisseurs, pourquoi pas des systèmes de ventilation, j'en ai parlé tout à l'heure. Une fois qu'on a donné l'orientation du bruit, la calculette évalue le bruit résiduel sous le protecteur et il s'affiche dans l'onglet Résultats, comme pour les précédentes méthodes. J'en ai fini avec le balayage des trois méthodes possibles. Maintenant, je vais parler de l'interprétation des résultats. Comment on interprète le bruit résiduel sous le protecteur? Eh bien, je vous l'ai dit, il y a un code couleur. Donc, si c'est rouge, ça veut dire que le bruit résiduel dépasse la première limite réglementaire, qu'on est au-dessus de 80 dBA, et ça, c'est pas acceptable. Il va falloir trouver des protecteurs avec une meilleure atténuation ou passer à une double protection. Si le code couleur est jaune-vert, c'est acceptable, mais on est soit un peu proche de ces limites réglementaires, donc on est un peu sous-protégé, ou alors on est un peu bas en niveau sous le protecteur, donc on est un peu surprotégé. C'est acceptable, ça peut poser éventuellement des problèmes. Si c'est vert, c'est bon, c'est ce qui se passe ici, mais pour une atténuation couvrant seulement 84% des utilisateurs. Et puis si c'est jaune, on est très bas en niveau sous le protecteur auditif, donc on risque d'avoir des problèmes pour la perception de son environnement, notamment des signaux avertisseurs de danger comme l'arrivée d'un chariot élévateur, où on va avoir des problèmes de communication.
Bien, j'ai passé les bruits continus. Il se peut aussi qu'on soit exposé à des bruits impulsionnels en plus des bruits continus. Et dans ces cas-là, je l'ai expliqué, il n'y a plus qu'une méthode, c'est la méthode de l'annexe B de la norme EN 458. Donc elle se contente d'une donnée d'entrée, le niveau acoustique de crête, le niveau le plus élevé rencontré, et puis elle se sert des atténuations HML de la protection pour faire son calcul. Donc il va falloir savoir si le bruit est orienté basse, moyenne ou haute fréquence. Si le bruit est basse fréquence, on applique l'atténuation orientée basse fréquence, l'indice L du protecteur auditif, mais on le décode de 5 dB parce qu'on estime qu'en laboratoire, cet indice est surestimé. Même chose pour le bruit moyenne fréquence. On applique à nouveau une décote parce qu'on estime que l'indice est surestimé en laboratoire. Par contre, pour le bruit haute fréquence, on estime que l'indice H évalue bien l'atténuation du protecteur pour les hautes fréquences et on l'applique directement. Donc voilà la feuille de saisie pour les bruits impulsionnels. Donc on se contente de rentrer le LPC et puis on dit si le bruit est orienté basse, moyenne ou haute fréquence. On donne, de la même façon que pour les bruits continus, une liste indicative où les bruits sont orientés dans les basses fréquences. Il y en a peu pour les bruits impulsionnels, ça va être des grosses machines. Et par contre, pour les bruits moyennes et hautes fréquences, il y en a beaucoup. C'est tout ce qui est pistolet, martelage, cloueuse, etc. Alors, de la même façon, une fois qu'on a rentré l'orientation du bruit, le résultat s'affiche dans l'encadré résultat et on évalue ce résultat à l'aide du code couleur. Alors, petit rappel, quand on ne connaît pas l'orientation du bruit, on prend l'orientation basse fréquence parce que c'est la plus conservative, c'est la plus pénalisante. Bien, le code couleur d'appréciation des résultats. Il est un peu différent de celui pour les bruits continus, je vais l'expliquer après. Donc, le résultat, il s'affiche en rouge si on dépasse la première limite réglementaire qui est, pour les bruits impulsionnels, 135 dBc. Là, bien entendu, c'est inacceptable et il faudra trouver une protection auditive qui apporte plus d'atténuation. Ensuite, les études montrent, notamment les études sur les animaux, qu'entre 120 et 135 dB, il y a toujours un risque et là, les réglementations n'en tiennent pas compte. Donc nous, on recommande de passer en dessous de 120 dB pour le bruit résiduel sous le protecteur et on affiche orange si on est entre 120 et 135 dB, situation à risque. Entre 100 et 120 dB, on estime que la protection est correcte et en dessous de 100 dB, on estime qu'il y a un risque de surprotection, c'est-à-dire que la protection est trop importante. Voilà, j'en ai fini avec la calculette PICB, vous savez tout sur cette calculette. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jonathan Terroir qui va vous présenter le questionnaire de confort des PICB, faire la synthèse de ce séminaire et présenter les documents INRS qu'on peut trouver sur notre site et qui apporteront des compléments d'information à ce séminaire. Merci de votre attention. Eh bien, merci Nicolas, et donc bonjour à toutes et à tous. Abordons à présent la question du confort des protections auditives et plus spécifiquement celle des bouchons d'oreille. Donc première question, pourquoi s'intéresser au confort? De manière schématique, on peut voir les dangers pour l'audition comme étant une fonction d'un côté de la durée d'exposition à un niveau de bruit lésionnel et de l'autre côté du niveau de bruit effectif à l'entrée de l'oreille. Si on transpose cette relation à la question de la protection induite par les PICB, on peut voir cette protection comme étant fonction d'un côté de la durée d'utilisation du PICB et de l'autre de l'atténuation fournie par celui-ci. Or, en cas d'inconfort, ces deux aspects peuvent être impactés. D'un côté, il peut y avoir un port intermittent de la protection auditive. J'enlève mes bouchons d'oreille pour mieux comprendre ce que me dit mon collègue, ou j'enlève mon casque anti-bruit parce que celui-ci me fait mal, et ceci va impacter sa durée d'utilisation et en conséquence la durée d'exposition à des niveaux de bruit lésionnels. D'un autre côté, deuxième exemple, le protecteur peut être mal installé ou usé d'une manière un peu alternative. Par exemple, je retire légèrement mon bouchon d'oreille pour mieux percevoir le bruit d'une machine, ou tout simplement parce que le bouchon m'irrite ou appuie sur mon conduit auditif. Et ceci va impacter l'atténuation fournie et en conséquence augmenter le niveau de bruit à l'entrée de l'oreille. Donc on voit ici en quoi la relation entre inconfort et danger pour l'audition est directe, et c'est vraiment partant de ce constat que l'INRS s'est intéressé à ce sujet et s'est posé la question de savoir comment aider au choix de PICB qui soit confortable et également adapté à l'activité des salariés. Et au final, on en est arrivé à construire ce questionnaire que je vais vous présenter aujourd'hui. Juste pour petit rappel, ce questionnaire est spécifiquement dédié aux protecteurs de type bouchon d'oreille, parce que c'est vraiment pour cette catégorie de protecteurs que la question se pose le plus en question de confort et d'usage.
Donc, quels sont les objectifs du questionnaire? Le premier objectif, ça va être d'évaluer le confort des bouchons déjà en circulation dans l'entreprise. Ça va permettre de recueillir l'opinion des usagers, mais également de voir si ces bouchons sont adaptés à tous les corps de métier et toutes les activités. Seconde option, vous voulez équiper ou renouveler l'équipement des EPI dans l'entreprise, vous voulez comparer différents modèles de bouchons, et vous distribuez ce questionnaire et en partenariat avec les salariés, vous allez pouvoir désigner les protecteurs les plus adaptés ou ceux qui font faire consensus ou non. Et dernier aspect, on peut imaginer que les fabricants s'emparent de ce questionnaire afin de tester les bouchons déjà en circulation, évaluer les points forts et les points faibles, mais également aider à la conception de nouveaux modèles plus confortables. Donc à présent, on va parler de la structure du questionnaire. Nicolas a déjà parlé précédemment. On a essayé d'envisager le confort de manière la plus exhaustive possible et on a divisé le confort en différentes dimensions. La première, la dimension physique du confort. Donc là, ça inclut la gêne, la douleur, mais également la sensation d'irritation que peut procurer le bouchon dans le conduit auditif, la sensation de pression aussi que le bouchon va exercer sur le conduit, les différents symptômes, les caractéristiques des bouchons, est-ce que je le trouve trop petit, trop gros, trop rugueux, et également certaines actions pouvant engendrer ou accentuer tout ce qui est gêne et douleur. Et via ce premier exemple, on voit la structure du questionnaire elle-même, à savoir chaque dimension démarre avec la présentation d'un ou deux items généraux qui vont vraiment être représentatifs de la dimension. Donc ici, pour la dimension physique, c'est la gêne et la douleur. Et suivent différents items explicatifs ou sous-dimensions qui vont permettre de préciser ce ressenti. Par exemple, à la fin, en trouvant une relation entre la gêne physique et la sensation de pression dans le conduit auditif. Seconde dimension, la dimension fonctionnelle du confort. Donc là, c'est plus les aspects ergonomiques. Donc un item général suivi de 4 sous-dimensions. L'efficacité, à savoir est-ce que je me sens protégé par ce bouchon ou dans le cas négatif, est-ce que je me sens surprotégé par celui-ci? L'efficience, alors là, il va y avoir la question de la praticité, la rapidité, la facilité de mise en place, le nombre de gestes nécessaires, mise en place et retrait. Il y a aussi l'utilité ressentie en fonction de l'environnement de travail, mais également en fonction des tâches à accomplir. Et enfin, l'impact au quotidien sur mes activités. Par exemple, lorsque je porte mes bouchons d'oreille, est-ce que j'ai l'impression que ma concentration, ma productivité ou mon efficacité sont impactées en bien ou en mal? Troisième dimension, évidemment la dimension acoustique du confort. Alors ici à nouveau 2 items généraux. D'un côté, la bonne perception des sons utiles. Ça inclut l'intelligibilité de mes collègues, est-ce que je comprends vraiment ce qu'on me raconte? Et également la bonne perception et la bonne localisation des autres signaux utiles, tels que les signaux d'alerte, le bruit des machines sur lesquelles je travaille ou encore l'arrivée d'un véhicule. Second item général, lui est lié à la gêne liée à l'effet d'occlusion. Donc vous connaissez certainement cet effet, vous l'avez déjà certainement vécu en portant des bouchons en mousse à un concert. C'est cette perception déformée de votre propre voix, assourdie, et également la perception accrue des sons physiologiques tels que vos battements cardiaques ou vos bruits de déglutition. Et enfin, dernière dimension, parce que le confort est tout de même subjectif, on a intégré également la notion psychologique dans le confort. Donc là, un item général qu'on a qualifié ici de bien-être, suivi d'une succession d'items explicatifs, comme par exemple la confiance que la personne va avoir en ses bouchons, le temps d'habituation à ces derniers, ou encore la sensation d'isolement ressentie, et si cette sensation est ressentie positivement ou négativement. Et là, on voit que tous ces aspects finalement vont être liés aux qualités intrinsèques du PICB lui-même, mais également aux besoins des personnes, à l'utilisation d'autres EPI, l'environnement de travail, etc., etc. Et le questionnaire se conclut sur l'évaluation du confort global donné finalement par la personne. Donc ici, on voit que le questionnaire est construit de manière plutôt arborescente. D'abord, le confort global. Ensuite, pour chacune des dimensions, les items généraux qui vont permettre d'évaluer si ces dimensions posent problème ou non. Et ensuite, on finit avec tous les items explicatifs pour chacune des dimensions. Donc l'outil proposé par l'INRS reprend évidemment toutes ces dimensions au fil de 41 questions. Et lorsque vous allez télécharger cet outil, vous obtiendrez 2 fichiers. Le premier, c'est le questionnaire vraiment lui-même qui sera à destination des participants et participantes à l'enquête. Et le second, lui, est vraiment à destination de la personne en charge de la campagne. Ça va l'aider en amont de la campagne à préparer celle-ci, donc en renseignant la liste de bouchons qui seront testés, et également en attribuant des identifiants à chacun des participants et participantes. Et si vous décidez de comparer différents modèles de bouchons de manière hebdomadaire, comme cela a été fait lors de l'étude INRS, ce même fichier vous permet de générer automatiquement un calendrier de passation. Et ce calendrier, ça correspond juste à désigner qui testera quel bouchon, quelle semaine. Et ce fichier sera également utile à l'issue de la campagne de test pour aider à l'analyse des données recueillies. Donc maintenant, passons au déroulé. Donc,
De manière chronologique, on va démarrer par la préparation de la campagne de test. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera le second fichier dont je vous ai parlé, qui est vraiment à destination de la personne en charge de la campagne. Ce fichier s'ouvre évidemment sur un rappel des objectifs et une notice d'utilisation détaillée. Et ensuite, il y a l'onglet dédié à la préparation des tests. Là, ça se passe en 3 étapes assez courtes. Tout d'abord, la désignation des modèles de bouchons d'oreille. Donc, il vous suffit de remplir dans le tableau qui est à l'écran les marques et modèles de bouchons que vous avez testés. Donc, 1 au minimum, 9 au maximum. Ensuite, seconde étape, attribuer à chacun des participants et participantes un identifiant déjà prédéfini entre ID 001 et ID 500. Vous avez juste à remplir finalement ce tableau, nom et prénom. Et une fois que vous avez fourni toutes ces informations, si vous désirez générer un calendrier de passation pour des tests hebdomadaires, il vous suffit juste de cliquer sur le bouton « Générer le calendrier de passation » et vous obtiendrez un calendrier de ce type. Donc, qui va permettre de, comme je le disais avant, de définir qui testera quel bouchon, quelle semaine. Donc, voici pour les étapes préparatoires, donc pas très compliqué au final. Et ensuite, il vous suffit de fournir aux participants et participantes leur identifiant, les modèles à tester, les modèles de bouchons à tester et leur calendrier de passation, le cas échéant. Donc, seconde étape, le questionnaire en lui-même. Donc là, on revient au premier fichier dont je parlais tout à l'heure. Donc évidemment, ce fichier s'ouvre sur un rappel des objectifs, sur la structure du questionnaire, sur les différentes dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure, également sur une notice d'utilisation détaillée. Et enfin, le troisième onglet, lui, permet de démarrer le remplissage. Donc tout simplement en cliquant sur le bouton « Démarrer ». D'ailleurs, dans ce questionnaire, il n'y aura quasiment que des modalités cliquables. Donc voilà, donc en général, il y a assez peu de raisons de se perdre. Juste pour rappel, il est nécessaire de remplir ce questionnaire en une seule et unique fois. Donc si la personne interrompt son remplissage, elle devra reprendre depuis le début. Donc une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Démarrer », la personne doit renseigner son identifiant et les modèles de bouchons testés. Donc ça via 2 menus déroulants, ici même. Et une fois que la personne a renseigné ces 2 champs, donc ici ID 021 pour la personne, c'est son identifiant, et cette personne va devoir évaluer les bouchons 6 cette semaine-là, et il lui suffit de cliquer sur « Continuer ». Et on arrive à proprement parler à l'évaluation du confort des bouchons à ce moment-là. Donc le questionnaire est réparti sur 16 pages. Alors évidemment, je ne vais pas présenter les 16 pages parce que ça va être long, fastidieux et surtout extrêmement répétitif car les échelles de réponse sont quasiment tout le temps les mêmes. Et 95% du temps, ce sont des échelles en 5 points comme celle présente à l'écran, qui va de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Et les gens doivent juste évaluer par rapport à une affirmation où ils se situent. Donc par exemple ici, ces bouchons génèrent une gêne physique ou ces bouchons génèrent une douleur physique. La personne a juste à cliquer sur les cases qui correspondent à son opinion. Ici, par exemple, la personne est d'accord avec le fait que ces bouchons génèrent une gêne physique, mais elle n'est pas d'accord avec le fait que ces bouchons génèrent une douleur physique. Donc 4 et 2. Et une fois que la personne a répondu à toutes les questions de la page, il lui est possible de passer à la suite en cliquant sur le bouton Suite. Deuxième exemple, ici ce sont des réponses à choix multiples, donc la personne peut répondre à différentes réponses. Voilà. Donc, par exemple ici, la gêne apparaît ou est accentuée lorsque vous mâchez et lorsque vous parlez. Aucune douleur n'est à déplorer. Et ici, petit cas exceptionnel, la personne peut également préciser sa réponse. Ici par exemple, la gêne apparaît ou est accentuée lorsque j'avale ma salive. Donc voilà, au fil du questionnaire, ça va se passer comme ça. À chaque fois que la personne a répondu à toutes les questions de la page, il lui est possible de passer à la suite. Donc ainsi de suite, des questions cliquables. On aborde tout d'abord la dimension physique du confort, suivie de la dimension fonctionnelle, acoustique et psychologique, pour arriver enfin à la question finale et dernier exemple. Ici, le confort global du bouchon. Donc par exemple ici, vous donneriez la note suivante à ce modèle de bouchon. La personne doit évaluer sur la fameuse échelle en 5 points cette note entre très mauvais et très bon. Une fois que cette personne a voté, donc ici très bon, il lui suffit de cliquer sur Terminer, exporter pour finaliser la réponse au questionnaire. Et là, il faut savoir que l'export se fait de manière automatique sous le format suivant, identifiant à chaque fois modèle de bouchon, date et heure. Et la sauvegarde se fait automatiquement dans le même dossier que le questionnaire Excel lui-même. Donc la personne n'a vraiment rien à faire si ce n'est attendre que juste Excel se ferme de lui-même. Enfin, dernière étape, l'analyse des réponses. Donc on revient au second fichier qui, lui, est dédié à la personne en charge de la campagne. 3 étapes pour l'analyse des réponses, comme c'est rappelé dans la notice d'utilisation, la collecte des données, l'importation des données dans le fichier Excel et enfin la consultation des analyses. La collecte des données, la seule chose à savoir, c'est qu'il va être nécessaire de réunir tous vos fichiers réponses dans un même dossier. Bon, toute petite contrainte. Ensuite, l'importation des données, elle se fait via l'onglet « Importer les données ».
Là, à nouveau, vous cliquez sur le bouton « Importer les données », un menu s'ouvre, vous vous placez dans le bon dossier, vous choisissez les données que vous comptez analyser, toutes les données si vous comptez faire une analyse globale de l'entreprise, ou vous identifiez seulement certains identifiants, par exemple, pour vous concentrer sur un corps de métier. Et une fois que l'importation est terminée, les analyses sont actualisées automatiquement. Et ces analyses vont suivre exactement la structure du questionnaire. Il y a 5 onglets, un onglet par dimension, donc un onglet dédié à la dimension physique, un à la dimension fonctionnelle, un à la dimension acoustique, psychologique, et le dernier onglet est quant à lui dédié au confort global. On le voit à l'écran en guise d'exemple. Il faut savoir que pour chaque question du questionnaire, c'est toujours présenté de la même manière, à savoir un rappel de l'énoncé de la question, suivi d'un tableau récapitulatif de la distribution des réponses. Donc ce tableau, vous pouvez le copier-coller dans un rapport ou dans un autre fichier pour effectuer vous-même vos analyses. Et en guise d'illustration, à chaque fois, vous retrouverez un histogramme cumulé qui va vous permettre d'avoir finalement une appréhension visuelle de la distribution des données. Donc en résumé, première étape, renseignement des modèles de bouchons et assignation des identifiants. Vous pouvez également générer le calendrier de passation via le fichier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Deuxième étape, le remplissage de questionnaires par les participants et participantes, sachant que ce sont exclusivement des modalités de réponse à cliquer et que l'export final est automatisé. Et enfin, dernière étape, on récupère les fichiers, on les importe dans le fichier Excel et les analyses sont actualisées automatiquement. On arrive donc à la fin de ce second webinaire dédié au PICB et plus particulièrement ici à la description de 2 outils d'aide au choix des PICB. Donc en guise de synthèse, plutôt que de revenir en détail sur les 2 outils dont on a parlé lors de ce webinaire, l'idée ça va être ici de dresser une sorte de récapitulatif des éléments à prendre en considération lors du choix des PICB. Donc premier élément, la question des risques dus au bruit, quel niveau, quelle fréquence, quelle durée d'exposition, quelle typologie de bruit, en gardant toujours à l'esprit que le plus n'équivaut pas nécessairement en mieux en guise de réduction du bruit. Et donc c'est pour ça que la calculatrice PICB qui vous a été présentée peut être utile, pour être vraiment certain et certaine que le niveau de bruit résiduel sous le protecteur est vraiment pertinent. Deuxième aspect, les contraintes liées à la tâche et aux besoins. Il n'y a aucune solution de protection qui est universelle. Il faut prendre en considération l'utilisation d'autres EPI, l'environnement de travail, les besoins de communication, etc. etc. Et enfin, dernier aspect, évidemment, les exigences liées à l'utilisateur. Il faut absolument avoir une bonne motivation, une bonne utilisation et que la personne soit bien lorsqu'elle utilise son PICB. Et pour ça, évidemment, le questionnaire dédié au confort, de manière large qu'on a vu aujourd'hui, peut vous aider à identifier les bons PICB, les points forts et les points faibles, et également les besoins et les désirs des futurs utilisateurs. Et évidemment, gardez à l'esprit que pour être efficace, une protection doit nécessairement être utilisée de manière correcte et permanente en présence de bruit lésionnel. Donc pour terminer, si vous voulez plus loin vous informer, quelques références. Donc tout d'abord, la brochure INRS ED 6510, qui est finalement un guide de choix, un guide d'aide au choix des protections auditives. Second élément, vous pouvez très bien consulter cet article qui présente un exemple de déploiement et d'utilisation du questionnaire d'évaluation du confort en entreprise. Ensuite, évidemment, le lien vers les 2 outils qu'on vous a présentés aujourd'hui, donc la calculette PICB que vous pouvez retrouver via le moteur de recherche de l'INRS en faisant la recherche bruit outil 22, et également l'outil d'évaluation du confort des bouchons d'oreille que vous pouvez retrouver en faisant la recherche outil 124 et bruit. Évidemment, si des questions subsistent, on espère que non, mais voilà, s'il en restait, n'hésitez pas à nous contacter ou aller sur le site de l'INRS. Et nous vous remercions encore pour votre participation et n'oubliez pas que ce webinaire sera disponible en replay dans les prochains jours sur le site de l'INRS et sur la chaîne YouTube de l'INRS.